Bon, allez, c'est parti. Aujourd'hui, les manières de penser. Les manières de penser comme objet sociologique et essentiellement un travail sur la perspective ouverte par Émile Durkheim dans les règles de la méthode sociologique, quand il nous dit que l'objet de la sociologie, ce sera les faits sociaux, c'est-à-dire des manières d'agir, de penser et de sentir externes à l'individu et qui s'imposent à lui. Alors, on va aller assez vite aujourd'hui, puisque le sujet est vaste et qu'il faut l'explorer. Donc je vais vous faire une petite introduction, un petit aperçu historique des manières de penser la pensée, comme autre chose qu'un objet social. Ensuite, on verra l'apport d'Émile Durkheim et de Mauss, on pourra peut-être élargir aux autres membres du Quatuor, qui nous intéressent ce semestre. Et puis, on se posera, en quelque sorte, dans un quatrième temps, des questions d'actualité, c'est-à-dire qu'est-ce que l'actualité nous dit du travail des manières de penser. Mais d'une certaine manière, on n'a pas besoin d'aller très loin parce que le siècle, le quotidien qu'on vit, nous hurle au nez que les manières de penser sont des construits sociaux, sont construits collectivement. C'est-à-dire quand on vit dans une ère dans laquelle des écoles de communication fournissent des bataillons entiers chaque année de jeunes gens à qui on a appris comment faire de la publicité, de la com, c'est-à-dire comment modifier les manières de penser. Quand les gouvernements s'inspirent directement de techniques de nudging ou de sciences cognitives pour produire des comportements et des manières de penser conformes à leurs objectifs politiques, dès lors, on est en plein dans l'ère du travail expert des manières de penser. Durkheim n'en est pas encore là. Même s'il imagine ce que seront plus tard des dispositifs d'ingénierie sociale, pour l'instant, lui, il en est à réfléchir à comment se forment socialement les manières de penser. En d'autres termes, quelle est l'activité créatrice du social de ce point de vue-là? Et surtout, il va nous montrer comment à la fois la logique, les catégories de l'entendement, mais encore les notions, les significations, mais encore les modes de transmission de la pensée sont construites collectivement. Bon, petit point d'actualité. Il y a un instant, un de vos collègues du cours précédent m'a demandé de le prendre en photo pour faire un selfie à envoyer à sa mère. Vous voyez, les manières de penser changent. Vous imaginez un élève venir demander à Émile Durkheim de le prendre en photo devant l'amphi pour l'envoyer à sa mère? Eh bien non, parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo, pas d'internet. Bon, les gens avaient des mères, mais enfin, c'était beaucoup plus ritualisé. Ça ne se passait pas comme ça. Bon, prenons d'autres exemples. Ce matin, j'ai appris que le gouvernement allait faire une espèce d'opération communication permanente sur son action de sobriété, sur son plan de sobriété énergétique, et que donc on allait faire régulièrement, un peu comme vous savez le point presse Covid, faire des points presse sobriété pour savoir à quel point collectivement, nous autres sociétés françaises avons atteint nos objectifs de sobriété. Pour le dire autrement, voilà une très belle opération de communication, une magnifique opération de nudging pour vous apprendre à penser de la manière suivante. Si vos factures sont trop chères et si vous faites face à des pénuries, ça n'est pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine et des politiques de sanctions vis-à-vis de la Russie, ça n'est pas parce qu'on a privatisé Elf, Aquitaine, ça n'est pas parce qu'on a démantelé l'outil de production nucléaire jusqu'à avoir 50% de nos appareils qui sont en panne maintenant alors qu'on aurait besoin d'électricité. Ça n'a rien à voir avec l'incapacité à produire une politique de solidarité énergétique à l'échelle européenne, alors que c'était pourtant la base au départ, c'était la communauté européenne du charbon et de l'acier. Non, rien à voir avec tout ça. C'est parce que vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas sobre. Et être pas sobre, c'est pas bien. Non, voilà. Donc, on va déployer comme ça des manières de penser, de sentir, même de parler,
on va avoir le mot sobriété dans la bouche, partout, tout le temps, sobriété, sobriété, sobriété. Été. Ébriété, non, sobriété. Alors, parfois, les politiques de communication ayant vocation à produire des manières de penser sont plus discrètes, sont publicitaires, plus fines, plus à droite, moins grossièrement manipulatrices. Parfois aussi, les changements de manière de penser résultent de conflits visant à faire changer les manières de penser. En ce moment, par exemple, il y a un conflit autour de la notion de consentement. On essaye de faire rentrer dans la tête des jeunes hommes que quand une femme dit non, c'est non. C'est dur, on essaye. Alors il y a des politiques pour apprendre cette manière de penser dans les écoles, par exemple. Il y a des conflits parfois plus, on pourrait dire, régionaux. Par exemple, il existe aujourd'hui un conflit entre groupes féministes abolitionnistes, groupes féministes prohibitionnistes, groupes féministes qui veulent plutôt la régulation de la prostitution et de la pornographie, ce qui va se traduire dans un conflit autour de est-ce qu'on parle de survivantes ou est-ce qu'on parle de travailleuses du sexe, ou comment on parle et qui on laisse parler et quelles paroles on... Est-ce que toute action de prostitution ou toute action de pornographie relève du viol, enfin, etc., dans une société patriarcale. Bref, il y a débat là-dessus. Et le mot, la charge sémantique des mots, l'agencement logique des mots qui vient par la suite est lourdement politique et conditionne des manières de penser. Quand l'un ou l'autre des camps aura gagné, ou s'il y a un match nul, en sortira probablement une manière de penser qui oubliera d'où elle vient. Ce travail discret de la pensée et des notions, soit parce que personne n'en a jamais conscience, soit parce qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience, mais qui s'efface et qui est oubliée par la société, est en quelque sorte au cœur du travail social, parce qu'une société a besoin d'oublier d'où viennent ces notions. Si elle s'en rappelle, alors elle se rappelle que ça dépend d'un rapport de force à un moment donné, et qu'en quelque sorte, les notions qui lui servent de base, de fondement, sont relatives à certaines conditions de production de la pensée. Des fois, il y a un flou. Par exemple, depuis le travail de philosophes catastrophistes, puis de penseurs collapsologues, s'établit dans l'espace public l'idée qu'il y a une catastrophe. Il y a une catastrophe écologique. Mais cette catastrophe est-elle passée ou à venir ? Est-ce qu'elle a déjà eu lieu, la catastrophe, qui nous a rendus incapables de nous réformer en fonction de nos erreurs ? Ou est-ce que c'est à un moment donné qu'on établira qu'une certaine somme de morts correspond à la catastrophe ? Est-ce que c'est le fait que nous ayons perdu les pédales de notre propre action qui est la catastrophe ? Ou est-ce que c'est, à un moment donné, un score de la catastrophe qui permet d'établir que là, c'est la catastrophe ? Bon, j'admets que je ne présente pas les deux parties de manière parfaitement neutre et un petit peu orientée. Toujours est-il que, vous voyez dans ces exemples-là, des entreprises de manipulation de manières de penser, de la production de modification des manières de penser, et une production d'assimilation de ces transformations par le corps social. Ce que Durkheim a proposé à l'étude, et c'est à ça que je veux vous intéresser aujourd'hui, est un champ très vaste, qu'on doit entendre sous manière de penser, qui contient l'étude des catégories sociales de l'entendement. On en a parlé la semaine dernière, puisque effectivement ça apparaît dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Donc, comment est-ce qu'on construit les catégories qui vont structurer, former l'architecture discrète de tout raisonnement ? Quelle logique on va utiliser ? Quel lien logique on va utiliser ? Quelle logique on va admettre comme étant valable ? Dans quelles conditions on va admettre une proposition comme étant vraie ou correcte ? Donc, les catégories, la logique, les significations, naturellement. Les significations sont travaillées socialement et viennent nourrir la pensée, en former la matière première. Il incite aussi à l'étude des vecteurs, du média. Comment les idées se transmettent-elles ?
Comment les manières de penser se transmettent-elles? Comment exercent-elles une forme de coercition sur l'individu? Telle que, s'il ne les applique pas, s'il ne les revendique pas pour lui-même, il en est pénalisé socialement. Comment, enfin, parfois, les idées circulent sans qu'on puisse en voir un média visible, un véhicule visible, si vous préférez, dans les règles de la méthode sociologique. Je parlerai essentiellement de cet ouvrage-là aujourd'hui. Durkheim mentionne les mouvements de foule. On travaillera un autre jour sur la psychologie des foules, c'est pas le moment. On parle des mouvements de foule, et il nous dit qu'est-ce qui se passe dans un mouvement de foule, comment se fait que circulent des idées, des envies, qui débouchent dans des actions, idées et actions qu'aucun individu individuellement, pardonnez-moi, personne individuellement n'aurait eu et produit. Non, idées et actions que personne n'aurait eu ou produites. Comment ça circule ? Nous vivons effectivement à une période dans laquelle on va avoir tendance à répondre à cette question par l'évidence. Les médias. Les médias sont tellement présents dans notre, j'ai même pas envie de dire quotidien, c'est pire que ça, c'est dans notre instantanéité. Quand nous attendons le début du cours, la plupart d'entre nous avons le nez dans le téléphone. Donc, Durkheim écrit à un moment dans lequel les médias n'existent pas. Bon. Enfin, bien sûr que si, il y a des journaux, mais c'est pas le même usage, c'est pas la même densité, c'est pas la même intensité tout le temps, à chaque instant. Parfois même pendant les cours, j'en vois qui font des trucs sur Internet. Dans vos yeux, je vois des petits reflets Facebook. Pas vous, pas en particulier. Alors c'est une perspective intéressante mais limitée. C'est intéressant parce qu'effectivement, les médias sont un relais de manière de penser, bien entendu. Sur le fond comme sur la forme. Le média va relayer des manières de penser. Par exemple, la catastrophe n'a pas encore eu lieu, il faut travailler à une culture du consentement, la sobriété c'est très très bien, ne reprochez rien au gouvernement, c'est de votre faute, ceci, cela, enfin un ensemble de contenus de fond. De manière de parler aussi des choses, que vous vouliez critiquer les moyens de la croissance, ou enjoliver les moyens de la croissance, ou faire l'apologie de... Vous utilisez le mot croissance, par exemple. Fixer comme légitimes certains débats et comme dérisoires d'autres débats. Fixer dans l'esprit public un certain rapport à la culture, par exemple. Ce matin, il y avait dans les médias des échanges un peu savoureux autour de tweets. Donc le tweet est légitimé par le média radio comme un média culturel valable, et à ce moment-là, interview de la ministre Olivia Grégoire sur France Info, qui vient critiquer, enfin qui n'est pas là que pour ça, mais qui à cette occasion-là critique un tweet de Jean-Luc Mélenchon et le tweet de réponse d'Olivier Faure. Et dans un cas, Mélenchon disait il faut faire mieux qu'à la Révolution française le 16 décembre. Dans l'autre, Olivier Faure disait tu peux faire mieux Jean-Luc, on n'aura pas de fourche, etc. Et Olivia Grégoire de dire comme dit si bien René Char, qui le dit beaucoup mieux que moi, tout ce qui est excessif est insignifiant. 3 fabuleuses manières de penser mises en œuvre. D'abord, la manière obusière de penser de Jean-Luc Mélenchon, qui pense que quand ça explose dans l'espace public, c'est bien. Donc il balance un obus. C'est ciselé, hein. Il n'a pas appelé aux fourches. Il ne veut pas finir en prison. Mais néanmoins, il a mis un obus. Simplement,
c'est limité forcément dans son impact, puisque c'est en total décalage avec les manières de penser majoritaires. Penser la Révolution française comme une lutte pour le pain, contre la misère, etc., la révolte des femmes, du peuple, non, ce à quoi il fait référence, ce n'est pas une représentation collective largement assumée. Et Olivier Faure, quand il dit pas les fourches, il sait bien qu'il se met du côté du bien. Et là où on voit la manière de penser à l'œuvre, c'est que personne songe à lui dire mais pourquoi pas les fourches? Parce que c'est pas efficace? Il faudrait mieux des bazookas? Pourquoi pas les fourches? Parce que le sort réservé aux gens les plus pauvres dans la société française est moins douloureux, moins injuste? Est-ce que c'est parce qu'on condamne la violence de manière... Oui, c'est une manière de penser comme ça, c'est tout simplement un ensemble de non questionnés, non discutables en réalité. C'est la base commune. C'est pas grave, hein, c'est normal qu'il y ait une base. Troisième manière de penser, mais plus discrète. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Premier point, il n'y a que les gens modérés qui sont dans le bon droit. Les gens qui, à partir d'une compétence, émettent des avis intelligents sur la bonne gouvernance, la bonne gestion des affaires du pays. En gros, l'expertise donne une altitude et une vraie délicatesse. On ne va quand même pas rentrer dans les conflits sociaux avec des fourches. Sûrement pas. On est entre gens de bonne famille. Mais par ailleurs, quand à partir d'une altitude experte, on manipule les choses de la culture, on peut le faire avec une grande latitude sans que cela ne pose problème. C'est pas du tout René Char qui a dit ça. C'est Talleyrand. Mais c'est pas grave parce qu'on est dans un monde dans lequel on lit des fiches. Et à la Sciences Po, on ne sait pas du tout ce qu'a dit René Char, on ne sait pas du tout ce qu'a dit Talleyrand, on ne sait pas qui est Talleyrand, enfin pas bien. En gros, on est un prototype de plouc sorti de Sciences Po. Et d'une école du même genre à produire des élites. Et à partir de là, on produit ce genre de choses, mais qui correspond à une manière de penser parfaitement normale et traditionnelle. En gros, on n'en attend pas mieux. Parce que tout ça est intégré dans les manières de penser, les manières de considérer la culture, les manières de penser la pensée, les manières de communiquer. Et ce truc-là, il est dit, non pas pour produire de la pensée ou de la haute altitude poétique, il est là parce que c'est une formule qui tape et qui tiendra en 140 caractères pour faire une réponse de tweet au tweet. Vous voyez bien comment ça fonctionne. Bon. Quand je vous dis que le travail des manières de penser, c'est l'objet d'entreprise, par exemple, je ne sais pas, BVA, qui va faire du nudging et qui va vendre ses services pour modifier les pensées, les comportements des gens. Publicitaires font ça, naturellement. Les communicants font ça. Mais il y a des cellules interministérielles de travail sur le nudging pour produire comme ça des changements de comportement, pour impacter les représentations, pour impacter vos idées. Et c'est aujourd'hui quelque chose d'admis. Bien. J'en ai terminé, affreusement tardivement, avec ce petit propos introductif. Maintenant, on va prendre comme ça quelques figures dans l'histoire de la pensée pour bien saisir la nouveauté qu'apporte Durkheim dans le point de vue, dans le point d'interrogation qu'il apporte en quelque sorte sur la question de la pensée. Alors, si par exemple, on est à la Sorbonne, on a le droit, même si c'est un peu cliché, on va voir nos ancêtres les Grecs, on voit que ils ont par exemple dans leur panthéon diverses figurations de la pensée à l'œuvre. Zeus par exemple demeure une espèce de force un peu lourdeau, jusqu'à ce qu'il mange son épouse Métis, qui est l'intelligence rusée, qu'on distinguera par exemple de l'intelligence technique, qui est celle d'Athéna, par exemple, ou d'une autre forme d'intelligence malicieuse, qui est celle d'Hermès, le dieu des voleurs, des commerçants, des voyageurs, des joueurs. Bon. En réalité, si on va chez les philosophes grecs, on se retrouve en gros avec deux familles de pensée. Ceux qui, par exemple, avec Empédocle, ne distinguent pas l'âme et le corps. La pensée, c'est de la matière. L'étude de la pensée, c'est une étude des manières dont s'agencent les éléments.
à savoir l'eau, la terre, le feu et l'air, qu'on opposera par exemple à une tradition platonicienne dans laquelle la pensée est distinguée entre la pensée vulgaire, celle qui est corrompue, celle des gens, et la pensée pure, celle qui navigue dans le ciel des concepts, celle qui déploie une logique efficace, permettant d'aboutir à la formulation de lois universelles, mais aussi et surtout à la distinction entre la pensée et le corps, deux substances différentes, le pensée et le corporel. Et dès lors, on a le fondement, la légitimité de la distinction entre science qu'on appellera psychologie et une autre science qu'on appellera la biologie, science des corps et la science de l'esprit. Mais on a aussi en quelque sorte le point de départ de quelque chose qui durera très longtemps et qui est la séparation de l'âme et du corps. Dans le cadre de toutes les pensées religieuses qui déploient une vie après la mort, vous pouvez mourir et continuer à penser. Soit parce que vous allez passer devant un jugement dernier où il faudra vous justifier, faire peser votre âme. Tenez, c'est marrant parce que le mot « penser », vous savez, on donne toujours une origine latine. Et en fait, le mot latin, pensare, c'est un mot qui veut dire peser, sous-peser. Ça désigne ça, la capacité interne à peser, sous-peser. Et c'est pas du tout le mot le plus utilisé pour parler des activités de l'esprit. Donc c'est en quelque sorte un signifiant assez vide. Peu importe. Revenons à notre histoire. Donc il y a déjà cette idée qu'il existe de la pensée, de la théorie, une articulation correcte de la pensée, avec des termes qui échappent au travail social, des concepts, et une logique qui échappe au travail social, une logique pure. Et l'enjeu, en quelque sorte, de purifier ce avec quoi l'on pense pour aboutir à un outil scientifique correct. Simultanément, se développe dans la pensée hellénique l'idée que une rationalité, une pensée, préside au monde. Si vous lisez par exemple, alors c'est un peu plus tard, on est au IIe siècle de notre ère, l'empereur Marc Aurèle qui est stoïcien et qui à travers son stoïcisme finalement fait une synthèse de toute cette pensée philosophique dans les pensées pour lui-même, enfin pour moi-même, pour elle-même. Ta eis et automne. Celle pour lui-même, quelque chose comme ça. Donc l'empereur Marc Aurèle nous dit il y a un principe qui c'est pas un principe de providence divine, mais il y a de l'hégémonique, c'est-à-dire un principe de raison qui traverse la totalité de l'univers et de l'existant. Et c'est parce que tu ne peux pas comprendre la totalité de ce qui met en ordre ce que tu as sous les yeux, que parfois tu souffres, que parfois tu n'apprécies pas telle ou telle chose, c'est parce que tu ne comprends pas dans quel ordre ça s'inscrit. Mais il y a une intelligence, il y a un dessein intelligent qui s'exprime à travers toute chose. Si vous prenez ces deux mamelles-là, séparation de l'âme et du corps et principe organisateur de toute chose, voire même logique du discours, vous avez en gros ce qui va se dire de la pensée dans le christianisme. Séparation de l'âme et du corps, logique qui s'exprime en toute chose, à savoir la volonté divine, le Saint-Esprit, et tout ça. Vous retrouvez par ailleurs ce que Descartes va affirmer dans le Cogito ergo sum, c'est-à-dire, dans les méditations de philosophie première, il y a deux substances, une double substance, l'esprit et le corps, c'est deux choses radicalement différentes. Le penser, ça n'est pas matériel.
À vos souhaits. Alors, on va faire un grand bond dans l'histoire. Je ne vais pas vous parler des gnostiques parce que je ne crois pas qu'on ait le temps. Non, les gnostiques. Vous savez pas qui c'est ? Les gnostiques, ce sont, disons, les penseurs et travailleurs de tous les textes apocryphes qui n'ont pas été intégrés dans la Bible des Septante et qui vont travailler sur ce fond qu'on pourrait qualifier d'hermétique, mais qui est une espèce de mélange entre des textes sacrés grecs, juifs, égyptiens, etc., pour fournir des évangiles, des textes sacrés, mais à vocation sacrée, mais qui n'ont pas été reconnus et intégrés dans le corpus traditionnel des chrétiens. Vous avez par exemple un évangile selon Marie. Vous avez des récits de la jeunesse de l'humanité dans lesquels, avant Dieu, il y a eu la lumière, et puis la lumière a créé à la fois Dieu et l'intelligence, puis des séries d'anges, et parmi ces anges, il y avait Adam et Ève, c'est une histoire vraiment différente, enfin bon, voilà. Eux, n'étaient pas des pères de l'Église, parce qu'ils n'ont pas été intégrés dans le corps. Et ce qui est justement intéressant, c'est que là-dedans, la pensée est figurée comme une divinité première, mais qui est vue de manière très douteuse. Il est dit littéralement, si vous lisez les écrits gnostiques, que l'intelligence est une pute. Si. Pourquoi l'intelligence est-elle une pute ? Parce qu'elle ne se refuse à personne. Elle ne se refuse à personne. Tout individu humain, même le pire, même le plus méchant, si l'intelligence la voit, elle lui fait l'amour. Alors ça, c'est vrai. Et donc c'est l'union entre l'individu et l'intelligence. Ouais, non, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas été intégrés tout de suite, voyez-vous, dans le credo. Il y a peut-être un truc. Mais faire l'amour à l'intelligence, ma foi, ça c'eût été intéressant. Plutôt que la métaphore de la vigne, ou je sais pas quoi, le verger. Bref. Faisons donc un grand pas dans l'histoire. Écartons-nous des gnostiques, sautons quelques étapes, contentons-nous de peu, et arrivons, par exemple, à Marx. Pourquoi Marx ? Parce que, en fait, on est un demi-siècle avant que naissent les sciences cognitives, la sociologie, la psychologie quasiment dans les mêmes temps. Donc en gros, toutes les sciences qui vont s'occuper du pensée vont naître peu de temps après, et il y a déjà chez Marx une affirmation extrêmement forte par rapport aux manières de penser, qui consiste à dire les manières de penser sont un produit des manières de travailler. Je vous le résume, mais en gros c'est ça. Pour ceux qui aiment le matérialisme historique, étant donné que c'est l'infrastructure qui détermine la superstructure, que c'est le mode de production, c'est-à-dire les forces productives et les rapports de classe qui déterminent l'ensemble de la superstructure, c'est-à-dire la culture, les relations politiques, diplomatiques, la justice, les arts, les manières de penser sont des variables des manières de travailler, tout simplement. Vous avez un remarquable fou rire, mais vous êtes assez loin pour que je n'arrive même pas à imaginer la cause. Elle est sous la table, votre collègue, tellement elle rigole. Enfin, la table, la façon de parler. Décidément. Demeurons chastes et purs. Ah oui, on a dit la semaine dernière qu'on n'était plus dans une université théologique. Zut, j'avais pas remarqué. Alors, ce que Durkheim va apporter, ce que dans une autre perspective, Georg Simmel va apporter en travaillant sur les sphères profondes et superficielles de la conscience, Simmel c'est S-I-2-M-E-L, c'est une intention à la genèse sociale des manières de penser. On ne regarde pas les manières de penser comme le produit mécanique de quelque chose,
on ne le regarde pas comme un reflet imparfait de ce que serait une pensée pure et rigoureuse. On le regarde comme un travail social à part entière qui exprime des fonctions sociales. Pour que la société tienne, on doit penser des crimes. Pour que la société tienne, on doit penser une norme. Pour que la société tienne, on doit créer des manières de dire qui reflètent harmonieusement des manières de penser, qui elles-mêmes intègrent une population en augmentant son niveau d'identité, par exemple. L'étude des manières de penser va donc inclure les catégories sociales de l'entendement. Alors, le genre, le nombre, les causes. Qu'est-ce que c'est que le genre? Qu'est-ce que c'est que le nombre? Quelles sont les causes qui sont admises? Qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que c'est que l'espace? Ça, on en a déjà parlé la semaine dernière, je n'y reviens pas. La structure normale d'un raisonnement, la forme d'un raisonnement, la forme d'un échange de pensée, les médias utilisés, le temps qu'on y accorde, l'impact des équilibres sociaux sur le style de pensée qui est développé. Celle qui a travaillé là-dessus directement, c'est une anthropologue anglaise très durkheimienne qui s'appelle Mary Douglas et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Thought Styles. Et Thought Style, c'est littéralement une étude des styles de pensée produits par les différents rapports entre niveau d'intégration et niveau de régulation. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire ça. Ce qui est intéressant à partir de là, et ce qu'elle a peut-être transcrit dans Comment pensent les institutions, un autre ouvrage de Mary Douglas, c'est que la variation du niveau d'intégration et de régulation peut se retrouver à l'échelle de la société en général, mais à l'échelle de l'entreprise, de l'institution et de l'entreprise, voire même de la famille. En gros, en reprenant ces deux grandes catégories durkheimiennes que sont solidarité mécanique et solidarité organique, c'est-à-dire comment je tiens un groupe par l'identité, par le fait d'être semblable, et comment je tiens un groupe par le fait d'être différent, hiérarchisé, organisé, différencié, rendu interdépendant. Vraiment les deux modes quasiment opposés, mais complémentaires de faire société. Production de règles et production d'intégration, production d'identité. L'équilibre entre ces deux forces-là produit des styles de pensée différents. Je pense que le point de départ de Mary Douglas, pour revenir à un thème qui nous est cher dans ce cours, c'est que le travail tel qu'elle le vivait organisé à l'université dans ses premières années d'études, de mémoire sous la direction d'Evans Pritchard, peu importe, c'était une production de pensée scientifique, certes, mais présidée par une organisation sociale très horizontale, très intégrée, très égalitaire, très identitaire, avec une énorme fusion des individus dans le groupe, une logique presque sectaire, c'est elle qui le décrit dans ses propres termes, en ajoutant qu'il y a une espèce de plaisir presque sexuel dans la fusion sectaire, c'est-à-dire dans la fusion de tous autour d'un gourou, à un même niveau. Et ce qu'elle appelle le style sectaire, c'est un style qui correspond à une société dans laquelle il y a énormément d'identité et très peu de régulation.
il existe des sociétés dans lesquelles il y a de très nombreuses règles et un très haut niveau d'intégration. Ces sociétés, elle les décrit comme hiérarchistes, et c'est celles qui produisent probablement les phénomènes les plus étonnants. Quand vous voyez quelqu'un accepter quelque chose de très dur, de bon cœur, parce que pour lui c'est normal de subir ce sort ou cette punition, etc. C'est de ça dont il s'agit. Des règles très fortes, mais parfaitement intégrées, et qui font l'objet d'un amour, qui font l'objet d'une identification, qui font l'objet d'une fierté. Bon. Alors, dans le fond, on pourrait aussi d'ailleurs mentionner le travail de Pierre Bourdieu dans la distinction critique sociale du jugement de goût, ou dans la reproduction. Quand il travaille sur, par exemple, quel comportement universitaire vous allez avoir, quel choix de discipline vous allez faire en fonction du capital social et culturel de vos parents. Quand il regarde quels sont les goûts que vous aurez pour tel ou tel type d'art, pour telle ou telle couleur, pour tel ou tel loisir, en fonction de... Et on voit que l'origine sociale est surdéterminante. En gros, on apprend à penser en fonction du champ dans lequel on habite, dans lequel on grandit. Donc il y a tout un travail qui a été créé à partir de ça, qui se fait en quelque sorte comme en parallèle avec le développement des sciences cognitives, qui elles vont regarder de manière expérimentale comment produire du consentement, comment produire de l'obéissance, comment produire des modes de pensée, ce que la sociologie durkheimienne ne fait pas. Ce qu'elle fait, elle, c'est regarder, mesurer, comprendre l'existant. Dans un cas, vous pouvez finir par créer, par exemple, des outils de nudging ou de manipulation. Dans un autre cas, non, vous ne pouvez pas. C'est beaucoup plus vertueux d'être du coup. Bref. Oui, je ferai ce bruit pendant toute la nuit. C'est comme ça. Dans le fond, simplement, et avant d'aller plus loin, ce que je vous propose de comprendre, c'est que, en définissant le fait social comme manière d'agir, de sentir et de penser, on parlera de sentir et d'agir d'autres fois. Mais en ouvrant manière de penser à cet endroit-là, Durkheim, dans les règles de la méthode sociologique, ouvre un champ d'interrogation qui couvre tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de se dire, pardon, tout ce que je viens de vous dire. Considérant les manières de penser, dans la forme et dans le fond, comme un construit social. Alors attention, il est manipulable ce construit social, mais il n'est pas maîtrisable. D'accord ? On peut tout à fait le faire bifurquer, lui mettre des bâtons dans les roues, lui imprimer une direction. On ne peut pas le maîtriser totalement. On ne sait jamais comment la sociogénèse, le travail social sur le social lui-même, va s'emparer de la proposition de changement et la faire dériver, et l'interpréter. Parce qu'une culture est toujours le fruit d'une interprétation collective. Bon. Dernier point, je pense que, c'est une interprétation personnelle, mais je pense que Durkheim avait parfaitement saisi la porosité qui existe entre les manières de penser et les manières de sentir. Il s'exprime dans un paradigme qui sépare la sensibilité d'un côté et la rationalité de l'autre, ce qui relève des sens, de la sensation, qui est louche, et ce qui relève de l'intellect, qui est propre. Vraiment, il y a une espèce de biais culturel à cet endroit-là, mais simultanément, lui, il sent bien que la frontière est infinitésimale entre les manières de ressentir, de sentir, d'être ému, et les manières de penser. Et j'en veux pour preuve que dès les règles de la méthode sociologique, il a une manière de décrire le crime dans la société qui indique cette espèce de passerelle, de porosité entre sensibilité, sentiment d'un côté et manière de penser de l'autre.
Pour resituer les choses, Durkheim a une composition dans la société française de la fin du XIXe siècle en disant « le crime est un fait social normal ». Pourquoi ? Parce que ce qui définit le crime, ce n'est pas le geste, mais le registre, la classification d'un acte en crime, la qualification, d'une certaine manière. Et c'est donc la sanction morale diffuse qui fait d'une action un crime. En fait, un crime est une qualification. Par conséquent, elle est le produit immédiat de la production de toute norme, puisqu'elle consiste dans le fait d'aller au-delà de la norme, de transgresser la norme. Et on trouvera des crimes dans toutes les sociétés, quelles que soient les pratiques qu'on observe, certaines seront définies comme des crimes. Et au moment où il définit la distinction entre crime et délit, il nous dit qu'est-ce que c'est qu'un crime ? C'est un acte, pardonnez-moi, qui choque le sentiment collectif, qui choque l'âme collective. Plus précisément, qui choque cette part de la sensibilité qui, en nous, participe pleinement du collectif. Nous nous sentons collectivement atteints, et c'est là que se fait le lien. Nous pensons, en tant qu'opinion publique, que telle personne doit être durement sanctionnée pour son acte, parce que nous sommes atteints dans un sentiment du collectif. Vous voyez ? Alors, pour finir, je vous l'avais promis, petit travail sur les évolutions actuelles des manières de penser. Alors, on a bien parlé de la pensée en 140 signes. On pourrait parler de l'échange de pensée via des avatars. On a mis très longtemps à pouvoir dire « moi-je ». Maintenant, on joue à dire « moi-je » avec une fausse personnalité devant, c'est extraordinaire. Dans l'histoire de l'humanité, c'est extraordinaire. Mais j'avoue que ce qui alerte le plus mon attention dans l'évolution des manières de penser est la plupart du temps lié au conflit autour de mots, des manières de dire les choses. Si je vous dis par exemple artificialisation des sols, vous voyez en gros de quoi il s'agit ? Hein ? Non ? Vous êtes mal endoctriné. Dans le cadre de la transition écologique qui est la plus grande urgence face au réchauffement climatique, il faut lutter contre l'artificialisation des sols, c'est-à-dire à deux niveaux, soit le fait de les couvrir, par exemple de béton, de ciment, de faire en sorte qu'ils ne jouent plus leur rôle de sol vivant, ou de les détruire à coup d'agrochimie, par exemple, ce qui les artificialise, ce qui leur fait perdre leur porosité, etc. Quand on dit artificialisation des sols, on se donne une idée du réel tel qu'il peut être mesurable, tel qu'il peut être mobilisable, mais qui ne rend pas du tout sensible, vous avez la preuve en est, la chose dont on parle. Vous voyez, par exemple, j'ai mentionné tout à l'heure, je crois, le conflit qui existe entre les féministes radicales et les féministes libérales autour de... vous voyez par exemple que la charge de la culpabilité autour du viol, aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel les manières de penser sont en travail, de la même manière que sur le consentement. On ne sait pas exactement où ça va aller. Vous voyez que sur la question du genre et de la transidentité, vous voyez bien que là aussi il y a une manière de penser qui est en travail. Et là c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que pour la plupart des gens qui ne s'y sont intéressés que de très loin, ce qui se joue dans la notion de fluidité et de refus de l'assignation n'est pas du tout évident.
Il y a un débat qui se joue en quelque sorte à bas bruit dans la société française. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Parce qu'il y a une manière de penser qui est changée, qui est transformée, de manière profonde, sourde, dans certains rares lieux de la société de manière explicite, dans certains autres lieux complètement inaccessibles, on n'en entend pas parler. Mais il se joue là la négociation de fonctions sociales élémentaires, le refus de l'assignation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sans que ce soit bien ou mal. Ça veut dire que, dans le fond, il faut totalement transformer le mode d'organisation sociale qu'il y a eu en tout temps, dans tout lieu, pour l'humanité. En d'autres termes que, on refuse radicalement l'application d'institutions aux individus. On n'institue plus l'individu, on ne lui attribue plus de statut. Pourquoi? Parce que le statut doit pouvoir être mobile, doit pouvoir être fluide. Je le reformule autrement. Il y a un débat légitime dans la société française qui va aboutir à telle ou telle manière de penser, peu importe. Ce qui n'est pas immédiatement compréhensible pour celles et ceux qui ne sont pas pleinement occupés à cette affaire-là, c'est que se joue là une négociation sur les fonctions sociales élémentaires. Est-ce qu'on peut assigner un statut collectivement ou pas? Voilà. Et est-ce que le politique, qui fonctionne en gros comme un lieu de négociation des statuts et de revendication des statuts, survit ou est profondément transformé ou radicalement aboli à travers cette modification de l'assignation? Vous voyez que là, il y a des manières de dire qui sont négociées, des manières de penser qui sont négociées consciemment et des manières de penser qui sont discutées, échangées, modifiées inconsciemment aussi. Et sur ce, je vais courir à mon prochain TD. Donc je vous dis à la semaine prochaine.